Nos ressources en eau s'amenuisent dues au changement climatique. Pour préserver le liquide précieux, les experts des pays membres de la région du Sahel sont réunis à Bamako autour du projet de gestion des ressources en eau dans la zone. Le Mali bénéficiera d'une enveloppe de 21 milliards de francs CFA pour gérer la crise alimentaire et l'insécurité au Nord Mali. Cette somme sera débloquée par le Programme alimentaire mondial PAM comme contribution. La chronique santé du jour s'intéresse à des acteurs qui jouent un rôle très important dans la gestion de la santé. On les appelle économistes de la santé. Ils sont à l'origine de l'adoption de plusieurs politiques en matière de santé. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le Burkina Faso restera toujours aux côtés du Mali dans la résolution du conflit au Nord Mali. Déclaration du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Yipen Djibril Bassolé, a été reçu ce matin en audience par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Le ministre Bassolé était venu faire le point de la situation des Maliens déplacés au Burkina Faso, dénombrés aujourd'hui à 25 000. Reportage Bourama Traoré. C'est dans le salon Mali que le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le président de la République. Et c'est parti pour une audience qui va durer 1 heure environ. Principal sujet discuté, la situation sécuritaire au nord du Mali. Sur la question, Maliens et burkinabés ont une convergence de vues. Nous sommes tous profondément désireux de sauvegarder la paix, l'unité, la cohésion nationale et surtout la stabilité des institutions. La stabilité du Mali est une condition sine qua non pour une paix durable et nous allons tous y travailler. Je pense qu'il est urgent, surtout compte tenu du fait que le mandat présidentiel arrive à son terme dans quelques semaines, il est urgent que nous créions les conditions de la tenue d'élections. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale a également rendu compte au chef de l'État de la gestion des Maliens déplacés au Burkina Faso. Ces Maliens sont dénombrés aujourd'hui à 25 000 selon les services techniques du pays des hommes intègres. Pas de soucis pour leur prise en charge, mais les efforts doivent être poursuivis. Techniquement, on les appelle des personnes réfugiées, mais pour nous, sociologiquement, ce sont des personnes déplacées qui trouvent d'ailleurs refuge dans des familles d'accueil, dans des familles amies. Le tout, c'est de pouvoir s'organiser avec l'aide des communautés régionales et de la communauté internationale, c'est de s'organiser pour subvenir à leurs besoins. Que le jeune, la femme, soit du Mali ou du Burkina Faso, pour nous, nous avons la responsabilité collégiale de pourvoir à leurs besoins premiers. Le chef de la diplomatie du Burkina Faso quitte donc Koulouba avec l'espoir de voir résoudre rapidement le conflit au nord du Mali. Au courrier départ de la présidence, le président de la République a adressé un message de félicitations à son Excellence, M. Vladimir Poutine, président élu de la Fédération de Russie. Message ainsi libellé. Monsieur le Président élu, à l'occasion de votre brillante élection à la magistrature suprême de la Fédération de Russie, il me plaît de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et à travers moi celles du peuple malien tout entier. Votre victoire et cette confiance renouvelée récompensent un engagement inlassable au service de votre peuple et traduisent en même temps la reconnaissance de vos éminentes qualités d'homme, d'État et de dirigeants engagés et totalement dévoués au développement et au progrès du grand peuple russe. Je voudrais saisir cette agréable circonstance pour vous réaffirmer que le peuple malien tout entier reste fier des excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération existant entre nos deux pays. En renouvelant mes vœux sincères de santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple russe, je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération, signée Amadou Toumani Touré. Et puis toujours au courrier départ de la présidence, le président de la République a adressé un message à son Excellence,
M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle d'un accident de la circulation survenu le 2 mars 2012 à Conakry, accident qui a occasionné plusieurs dizaines de morts et de blessés parmi vos compatriotes. En ce moment de deuil et de recueillement, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'en mon nom personnel, j'ai l'honneur d'exprimer au peuple guinéen et à vous-même notre solidarité et nos sincères condoléances. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et forme le vœu de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération, signée Amadou Toumani Touré. Le programme alimentaire mondial PAM débloquera une enveloppe financière de 21 milliards de francs CFA pour intervenir auprès de nos autorités dans la gestion de la crise alimentaire et de la sécurité au nord Mali. C'est la principale information issue de l'audience accordée par le Premier ministre au directeur adjoint exécutif du PAM. Reportage Amadou Ouattara. Fidèle à sa tradition d'assistance en faveur des populations en situation difficile, le programme alimentaire mondial vient encore une fois de plus se manifester auprès des couches vulnérables de notre pays grâce à cet appui. C'était pour donner des informations sur la réponse du programme alimentaire mondial et du système des Nations Unies à la situation de sécurité alimentaire qui se vit un peu dans la région du Sahel, y inclut Mali. Et on a aussi discuté la situation des déplacés, des populations déplacées au nord du pays et les pas que le gouvernement et le système des Nations Unies sont en train de prendre pour faire venir, apporter l'assistance à ces populations. À cet effet, près de 21 milliards de francs CFA seront débloqués par le PAM pour faire face aux différents problèmes du moment que connaît le Mali. On s'engage avec le gouvernement pour faire le même au niveau des populations déplacées. Dans le cadre de la réponse du système des Nations Unies à la situation de sécurité alimentaire, a approuvé une opération d'urgence pour le Mali avec un budget de 21 milliards de francs CFA. Et avec un ciblage de presque 770 000 personnes. Organisation humanitaire, le programme alimentaire mondial intervient au Mali depuis des décennies. Il contribue à améliorer les conditions de vie des populations en cas de situation d'urgence. Autre courrier départ de la présidence, le président de la République a adressé un message de solidarité à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'attentat perpétré le 3 mars 2012 à Tamanrasset contre le groupement de gendarmerie de Tahagart, causant de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. En ce moment difficile, je voudrais, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer au peuple frère d'Algérie et à vous-même notre profonde solidarité. Je forme le vœu de prompt rétablissement aux blessés, en vous renouvelant ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous en vue de lutter efficacement contre le terrorisme ainsi que toutes les formes de violence qui menacent la paix et la sécurité dans notre espace commun. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Et puis ce message adressé à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la triste nouvelle des explosions survenues à Brazzaville le 4 mars 2012, dont le bilan est estimé à plus de 100 morts, plusieurs centaines de blessés et d'importants dégâts matériels. En ce moment de deuil et de recueillement, au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'en mon nom personnel, j'ai l'honneur d'exprimer au peuple congolais et à vous-même notre profonde solidarité et nos sincères condoléances. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et forme les vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération, les deux courriers signés par Amadou Toumani Touré, président de la République.
Ouverture cet après-midi ici à Bamako de la 29e session ordinaire du Conseil interparlementaire de l'UEMOA. Au cours de leurs travaux, les députés vont approfondir la réflexion sur l'évolution institutionnelle de l'UEMOA. C'est dans la perspective de la mise en place du Parlement communautaire. Ainsi, les députés ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur soutien au peuple malien face à la situation dans le nord du pays. Reportage Amadou Sankari. Cette 29e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union monétaire ouest-africaine a à son agenda le rapport annuel de l'institution et de son fonctionnement, des activités statutaires et les programmes spécifiques exécutés au cours de l'année 2011. Je voudrais saluer les efforts que le comité interparlementaire déploie chaque jour pour continuer davantage les acquis de l'UEMOA et les réflexions profondes qu'il organise autour de thématiques pertinentes en rapport étroit avec les principales préoccupations des populations de la sous-région. Je voudrais réaffirmer la disponibilité nationale du Mali à être toujours aux côtés du CIP pour l'accompagner et soutenir ses actions pour qu'ensemble nous contribuions à la construction d'un espace économique harmonisé. Cette rencontre se tient au moment où plusieurs pays membres de l'UEMOA s'apprêtent à organiser des élections et le comité interparlementaire entend jouer toute sa partition. Le CIP, qui a dans son cahier de charge le contrôle de la régularité des élections, ne se dérobera pas face à ses responsabilités. Les observateurs du CIP-UEMOA, composés de députés, ont été déployés dans les pays où les élections ont déjà eu lieu. D'autres équipes sont en attente aux lettres dans les autres, en l'occurrence ici au Mali, où les élections sont attendues dans les semaines à venir. Les membres du CIP ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur soutien au peuple malien face à la situation au nord du Mali. Je ne peux manquer à ce stade le devoir d'exprimer mes sentiments de profond respect et de haute considération à son Excellence le général Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, et de l'assurer du soutien des membres du comité interparlementaire devant les lourdes charges qui sont les siennes, surtout en ce moment au regard des événements qui se déroulent au nord du pays. En notre qualité d'élu du peuple, nos pensées sont tournées naturellement vers les populations innocentes de la zone du conflit dont nous partageons les souffrances et la désolation. La fin des travaux est prévue pour le 15 mars prochain. Et face à cette situation au nord du pays, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que depuis le 17 janvier 2012, de violents combats opposent les forces armées de sécurité à des assaillants aux abords de la localité de Tessalit, dans la région de Kidal. Ces assaillants sont composés des combattants du Mouvement national de libération du Lazawad, MNLA, d'ACMI, dans Sardine, des renforts venus de Libye et des trafiquants de drogue. L'objectif de ces assaillants est d'empêcher l'armée de ravitailler plus de 1500 civils provenant des campements environnants et comprenant majoritairement des femmes et des enfants. Ces déplacés ont fui les exactions exercées à leur encontre par les assaillants pour se mettre sous la protection de la garnison militaire de Tessalit. Le ministre de la Défense et les anciens combattants rassurent les populations que les forces armées et de sécurité mèneront leur mission de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national. Les travaux de la 5e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel se sont achevés ce matin au sein de l'institution. Au cours de la clôture, les commissions ont adopté des recommandations relatives à tous les secteurs de développement de notre pays. Un communiqué final sur la crise du Nord Mali a aussi été adopté. Reportage Mahamadou Doumbia. Les 4 commissions constituées ont fait la restitution des résultats des travaux relatifs à tous les domaines du développement socio-économique, culturel de notre pays et de la diaspora. Et des recommandations ont été formulées pour appuyer ces différentes propositions qui, de la réduction d'eau potable à la santé, au transport et à la sécurité, s'étendent jusqu'au commerce extérieur, à l'agriculture et à la lisibilité même du Conseil économique, social et culturel, entre autres. L'un de ces points en construction doit impérativement être orienté vers notre diaspora si nous voulons impulser notre développement. Le binôme diaspora et développement est aussi un axe crédible que nous ne pouvons pas perdre de vue.
Nous y trouverons d'importants relais dans les domaines de l'éducation, de la recherche, du business, des échanges, j'en passe. Au cours de cette clôture, la situation du nord du Mali n'a pas été oubliée. Pour la circonstance, un communiqué final a été adopté. Le Conseil économique, social et culturel a suivi avec une attention particulière l'exacerbation de la situation sécuritaire au nord Mali, déplore et condamne énergiquement cette agression contre l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. Lance un appel vibrant aux populations pour renforcer leur soutien aux institutions de la République. La prochaine session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel est prévue pour juin 2012. La voix des aînés sous la crise du Nord, le Conseil national des personnes âgées du Mali, à l'instar des autres Maliens, rappelle que l'unité nationale et l'intégrité territoriale sont des acquis, des valeurs sacrées qu'ensemble nous devons préserver. Les aînés du Mali sont profondément bouleversés et vivement préoccupés par les événements tragiques qui se déroulent au Nord Mali. Cela fait des années que le Nord Mali connaît malheureusement la guerre et les paisibles citoyens des lieux ont perdu leur tranquillité du fait des actes de violence perpétrés par des hommes sans idéal et sans foi. Alors, les personnes âgées du Mali interpellent donc le gouvernement et réitèrent leur soutien aux forces armées et de sécurité. Les experts de l'eau des pays africains, particulièrement des États membres de la région du Sahel, sont en conclave à Bamako. Il s'agit d'une réunion consultative de haut niveau sur le projet de gestion des ressources en eau dans cette zone. Ce projet, qui va durer 4 ans, vise l'anticipation des crises liées au partage et à la préservation de ce liquide précieux dont les ressources s'amenuisent du fait du changement climatique. Reportage Salimata Dao. Il est certain que l'Afrique dispose d'importantes ressources en eau, mais la répartition inégale de ces ressources dans l'espace fait que le continent peine à les mobiliser et à les gérer. À ce constat s'ajoute l'augmentation rapide de la population, l'accroissement de la dégradation de l'environnement et des écosystèmes. Tous ces phénomènes menacent les ressources en eau qui s'amenuisent. Conscient de l'enjeu, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en collaboration avec les ministères chargés des questions hydrauliques, s'engage à mettre en œuvre un projet de gestion des ressources en eau en Afrique, particulièrement dans les pays sahéliens. Bien que les eaux de surface, on sait comment elles évolutionnent avec les changements climatiques et tout ça, on ne sait pas ce qui se passe des fois dans les eaux souterraines. 50% de l'eau potable que les êtres humains consomment, ça vient des eaux souterraines. Alors il faut être vraiment faut savoir comment la dynamique des eaux souterraines. Alors les outils qu'on a, il y a des outils conventionnels, chimiques ou géologiques, et on a aussi des outils qui utilisent la technologie nucléaire pour voir où vont les fleuves souterrains. Une fois qu'on sait comment vont ces fleuves souterrains, et quel est le risque de les perdre, quel est le risque de pollution, quel est le risque d'avoir une surexploitation et de les perdre pour toujours. Pour le moment, l'heure est aux consultations concernant la mise en œuvre de ce projet qui ambitionne une meilleure gestion des ressources en eau. L'eau, une matière vitale à laquelle de nombreux Africains n'ont pas encore accès à suffisance. Il s'agit, dans un premier temps, de servir de plateforme pour aborder les différents aspects liés à la problématique de la gestion des ressources en eau dans la région du Sahel. Un deuxième volet nous permettra d'évaluer les possibilités de coopération et de partenariat au niveau sous-régional et régional. Enfin, nous allons élaborer un document de projet qui sera soumis à la réunion consultative de haut niveau. Le projet dont la mise en œuvre est en discussion s'étendra sur 4 ans pour un coût d'exécution d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Les experts ici présents ont jusqu'à vendredi pour dégager les stratégies selon lesquelles le projet va être exécuté.
Près de 250 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'engagement de la Banque africaine de développement BAD au titre de l'année 2012 pour financer 18 projets au Mali. Ces projets ont trait à la santé, au développement rural et au transport, entre autres. L'état d'exécution de ces projets et les actions à entreprendre pour améliorer la performance des opérations sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette revue du portefeuille de la BAD. Une rencontre ouverte ce matin à Bamako, suivie par Ramata Konate. Mesurer les progrès accomplis et identifier les actions concrètes pour améliorer la performance des opérations financées par la Banque africaine de développement au Mali, c'est l'objectif de cette revue du portefeuille de l'institution financière. Il s'agit d'examiner l'état d'exécution de 18 projets, dont le projet Pas de pêche de Mopti, lutte contre les mouches cestées. Pour mieux évaluer ces projets, les participants s'appuient sur 4 indicateurs dont la qualité de la passation des marchés, celles liées à la gestion financière, les faiblesses et retards dans les décaissements. Au cours de l'exercice écoulé, le montant total de décaissement se chiffre à 43,5 milliards de francs CFA, soit 87% de l'objectif que nous sommes fixés en fin 2010, soit 50 milliards de francs CFA. Sur les 18 projets financés par la BAD, plusieurs ont été clôturés depuis la fin de l'année 2011. Parmi ceux-ci, le projet d'intensification du périmètre irrigué de Baguinda et le projet d'appui à la lutte contre le VIH-Sida. Selon les responsables de la BAD, la performance des opérations a comblé les attentes. Le portefeuille actif de la Banque au Mali était composé de 18 projets et représentait un engagement financier de 250 milliards de francs CFA avec un taux de décaissement global s'établissant à 39,76%. La performance globale du portefeuille de la Banque au Mali s'est améliorée. Elle est jugée satisfaisante pour l'année écoulée avec une note de 2,35 points sur une échelle de 3. Cet exercice témoigne de la volonté de l'institution financière à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rencontré cet après-midi les partenaires techniques et financiers. Partenaires qui viennent de donner la somme de plus de 2 milliards 100 millions de francs CFA au département. Cette somme sera injectée dans les activités de l'enfance et de la promotion de la femme. La cérémonie s'est déroulée en présence des organisations féminines et de notre reporter Fatoumata Kone. 2 milliards 150 millions de francs CFA, c'est la somme donnée par les partenaires techniques et financiers au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ces partenaires sont entre autres l'OMS, le PNUD, l'USAID, l'UNICEF, le PAM, l'UNFPA, j'en passe. Cette enveloppe conséquente marque un nouveau départ des relations entre les organisations internationales et le département de tutelle. Nous sommes le partenaire privilégié de ce département. Et pour certains, simplement, au total, nous avons mis à la disposition du ministère la somme de 2 milliards 150 millions. C'est sur nos fonds réguliers, mais nous accompagnerons le ministère aussi à mobiliser des ressources à la hauteur de ses ambitions. Ce fonds servira à couvrir en premier lieu les festivités du 8 mars, les activités de la petite enfance, entre autres. Cet argent servira à mettre en œuvre les plans de travail annuels et en fonction des priorités du département. Les partenaires ont félicité Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour sa nomination. Occasion pour elle de demander au personnel de l'aider à mieux gérer le département. Cela ne sera pas possible si l'entente et la convivialité ne règnent pas dans la structure, a-t-elle ajouté. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité ce matin les chantiers du nouvel aérogare de l'aéroport Bamako-Sénou et le rallongement de la piste d'atterrissage. Les travaux sont exécutés à 95% pour le terminal passager et 55% pour le rallongement de la piste. La qualité des travaux a beaucoup impressionné le visiteur du jour. Il était suivi par Daouda Sidiki Diarra.
Une véritable course contre la montre est engagée afin que le nouveau terminal passager soit livré aux autorités maliennes. Ainsi, ingénieurs et ouvriers de l'entreprise chinoise Sino Hydro Corporation sont à pied d'œuvre pour relever ces défis. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est fait une idée de l'état d'avancement des travaux. C'est un travail remarquable, avec un rythme soutenu qui nous permet aujourd'hui d'être à ce niveau de réalisation, malgré les contraintes nombreuses qui, comme vous le savez, accompagnent un projet de cette taille. Alors vraiment, je voudrais insister sur cela, féliciter cette équipe-là et lui demander encore davantage d'efforts. Cette nouvelle aérogare peut recevoir 1,5 million de passagers par an. Elle contribuera à faire de Bamako, c'est nous, l'un des aéroports les plus modernes de la sous-région. Le directeur résident du Millennium Challenge Corporation Mali a insisté beaucoup sur la sécurité des ouvriers. Il y a des améliorations qui peuvent être faites dans le domaine de santé et sécurité. On ne voudrait pas vraiment qu'il y ait des accidents, les incidents, que les gens soient blessés. Donc moi je exhorte l'entrepreneur à plus des efforts dans le domaine de santé et sécurité. Non loin de là s'effectuent également des travaux de rallongement de la piste d'atterrissage de 500 mètres. Ce chantier a reçu la visite du ministre de l'Équipement et des Transports. Les travaux sont exécutés à 55% avec une qualité appréciable. Au niveau de la gare, on peut dire que vraiment c'est des ouvrages de qualité, c'est des travaux de qualité qui sont en train de réaliser. Surtout quand on sait les contraintes dans lesquelles ils sont actuellement pour la gestion des travaux. La finition, aussi bien que le béton qu'on voit, c'est tout est de la qualité en réalité. Il s'agira de faire de l'aéroport Sénou une plateforme du trafic aérien dans la sous-région en permettant d'accueillir les avions gros porteurs. Voilà, beau chantier. Le ministre de l'Agriculture, Agatham Ag Alassane, était lui ce week-end dans la région de Mopti où il a visité 2 chantiers de développement. La plaine de Tomina dans le cercle de Djéné où plus de 5000 hectares sont en cours d'aménagement et le chantier du barrage Seuil de Djéné dont les travaux ont démarré le 1er septembre dernier. Constat, les travaux avancent normalement et doivent s'achever au mois d'avril 2014. Envoyés spéciaux, Diakaridja Naman Traoré et Jules Sambou Sissoko. Le ministre de l'Agriculture, Agatham Ag Alassane, sur le chantier de construction du barrage Seuil de Djéné, où il a constaté le déroulement des travaux d'Hercule qui ont commencé le 1er septembre 2011 et se poursuivent normalement. Donc, dans le sens de la marche du maître d'ouvrage, ministère de l'Agriculture et Direction nationale du génie rural. Ce barrage, je constate, avance bien. Et je me réjouis que l'équipe du bureau de contrôle comme de l'entreprise chinoise vient de me confirmer qu'il va se terminer au cours de 2 étiages au lieu de 3 étiages. Donc on risque de gagner à peu près 6 mois. Les travaux de cet ouvrage de développement et de lutte contre la pauvreté portent présentement sur le génie civil, le socle même du barrage, avec la réalisation du pont-route. L'enjambement du pont métallique et les installations hydroélectriques interviendront après. Le maître d'ouvrage délégué, le PDI-BS et l'AGETIER, tout comme les bureaux d'études Cohen et Bélier français et le National Bético, ainsi que l'entreprise chinoise CGC, sont rompus à la tâche avec 127 employés, le délai étant fixé à avril 2014. Bon, le génie civil, c'est un radier avec des piles, comme un pont, si vous voyez un pont. Mais il y a un radier très costaud en bas. Alhamdoulilah, tout va bien, on a de bonnes coopérations de l'administration. Le président de la République nous a promis que lui fera une visite. Et c'est pour cela que nous venons ici en précurseur. Je souhaite revenir très tôt et je souhaite que le président lui-même soit là pour constater en tout cas l'avancement de ce projet qui est un projet à lui. Le ministre Agatham a également échangé avec les producteurs de Djéné autour du bien fondé de la réalisation du barrage et de leur implication sans faille. Auparavant, le ministre s'est rendu sur un autre chantier et non des moindres, celui de Tomina, cercle de Djéné. Il s'agit d'une plaine de 5800 hectares en cours d'aménagement grâce à la coopération néerlandaise à travers Cair Mali Padine. Ici à Bamako, suite de la série de formations des journalistes du Mali sur les réformes institutionnelles et la couverture des élections. La phase qui vient de démarrer ce matin concerne la presse privée du pays. La formation porte sur le traitement et la maîtrise d'un certain nombre de techniques et de genres journalistiques majeurs. C'est une initiative du ministère de la Communication, Ibrahima Traoré.
La formation s'accélère de plus en plus dans le monde des médias au Mali. Elle porte notamment sur les réformes institutionnelles et sur les techniques de couverture journalistique des élections. Et cette session concerne 26 organes de la presse écrite du pays. Le but, outiller davantage les responsables des organes pour une couverture crédible et professionnelle des prochaines consultations électorales au Mali. Pour le gouvernement de la République du Mali, la tenue des élections conformément au calendrier établi est d'une nécessité absolue. Ces élections, nous les voulons transparentes, crédibles, justes et apaisées. Et nous devons tout mettre en œuvre pour ce faire, y compris en outillant la presse à travers cette formation pour qu'elle joue son rôle, mais tout son rôle. De la responsabilité de la presse, il en sera largement question au cours de la formation qui liera la théorie à la pratique. Outre les exposés en salle, 3 jours seront consacrés à des sorties de terrain pour la réalisation de reportages, enquêtes et autres interviews. 5 jours durant donc, vous allez aborder des thèmes suivants. Les règles de déontologie et d'éthique en période électorale, comment réaliser et présenter une revue de la presse en période électorale, comment conduire l'entretien avec un homme politique, comment préparer l'interview d'un candidat, comment couvrir un meeting politique, comment préparer et traiter l'information pendant la journée électorale, la couverture de la campagne électorale, la problématique de la neutralité, comment relever le défi de l'équidistance en période électorale, dans l'analyse politique, les clés du décodage, le décompte électoral, comment y procéder. Au finish, le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, entend former une masse critique de journalistes capables de bien couvrir les élections générales de 2012. Un véritable challenge pour la presse malienne dans son ensemble. Activité politique du jour, l'Union des forces démocratiques UFD a désormais son candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de Siaka Diarra, président du parti. Il a été investi ce matin à l'issue du 4e congrès ordinaire de l'UFD, couplé avec la 4e conférence nationale du parti. La double assise a également permis de procéder au renouvellement des instances de la formation politique. Reportage de Bourama Traoré. Du haut de son 1,89 m, 49 ans révolus, Siaka Diarra défendra les couleurs de l'Union des forces démocratiques UFD à l'élection présidentielle de 2012. Il a été investi à l'issue du 4e congrès ordinaire du parti. Congrès couplé avec la 4e conférence nationale de l'UFD. Pour les candidats investis, ce choix est à la fois un honneur mais aussi un défi. Je mesure la portée historique du choix porté sur ma modeste personne. Je m'engage solennellement à respecter vos vœux et à m'assumer pour porter haut le drapeau UFD afin que l'aigle UFD vole plus haut le 29 avril 2012. Le candidat de l'UFD à l'élection présidentielle de 2012 entend bientôt proposer aux Maliens son projet de société. Projet qui prend en compte tous les secteurs vitaux de notre pays, tels la santé, l'éducation, l'économie, l'agriculture et la sécurité. Pour une meilleure compréhension du contenu du dit projet, une campagne d'information sera organisée. Il est de notre devoir d'aller à la rencontre de toutes les couches socio-économiques pour expliquer le projet que nous souhaitons les soumettre pour bâtir une république exemplaire pour la lutte contre la corruption et la consolidation de la démocratie. Une république dans laquelle être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs envers le pays. Pays dont le septentrion connaît une crise sécuritaire difficile. Pour l'UFD, rien ne saurait justifier cette situation. Les partis du feu maître Demba Diallo condamnent donc les atrocités commises dans cette partie du pays. Ces actes barbares et criminels commis en dehors de toute règle de guerre conventionnelle sème la désolation dans les régions du Nord. La position de l'UFD, l'Union des forces démocratiques, est son soutien indéfectible au président de la République, au gouvernement et à nos forces armées et de sécurité pour le rétablissement de l'ordre républicain. Outre le choix du candidat à l'élection présidentielle de 2012, la double assise de l'UFD a également abouti au renouvellement des instances du parti. Ainsi, le bureau des jeunes de l'UFD est désormais dirigé par Bouakar Sanogo et celui des femmes par Mme Koumaré Dandara Azaratou. Enfin, le comité exécutif de l'UFD reste sous la direction du président sortant, Siaka Diarra.
L'ADEMA PSG a tenu ce matin dans la salle de spectacle Mirouba de Ségou sa conférence régionale de section. L'objectif de cette conférence était d'échanger sur la vie du parti et les défis à relever. Les échanges ont aussi porté sur la mise en place du nouveau bureau des conseillers nationaux prévu pour le 25 mars prochain. Reportage Brahima Kodé. Les membres du bureau politique national, accompagnés de ceux de la coordination régionale des sections ADEMA-PHJ de la région de Ségou, étaient montés au créneau pour livrer des messages relatifs, entre autres, à la vie du parti et aux défis à relever. Ils ont également échangé sur les difficultés rencontrées par le parti de l'abeille. Parmi celles-ci, la coordination régionale des sections ADEMA-PHJ de Ségou s'est dit confrontée à un problème de choix des candidats pour le renouvellement du bureau du Haut Conseil des collectivités. Aujourd'hui, avec le pourparler, avec les concertations que nous avons eu à faire, vraiment tout est rentré en ordre. Et dans cette conférence, c'était une façon d'appeler l'ensemble de nos conseillers pour leur dire qu'ils appartiennent à un parti. Cette conférence régionale était aussi une occasion d'égrener les chapelains des progrès réalisés par le parti en 4e région. On a 1828 conseillers au niveau de la région sur lesquels l'ADEMA à lui seul s'est taillé 616, donc plus de 30%. Pour ce qui concerne les députés, sur 25 députés, l'ADEMA dispose de 11. Par rapport aux conseillers nationaux, sur 8 conseillers nationaux, l'ADEMA à lui seul, en tout cas, s'est taillé 3. Au niveau des conseils de cercle, sur 7 présidents de conseils de cercle, l'ADEMA gère 4. Et au niveau des maires sur 118, l'ADEMA également c'est 43. Les responsables du parti de l'abeille ont parlé de ce qu'ils appellent les grands chantiers de l'ADEMA-PHJ. À sa suite, les autres membres du bureau politique ont appelé les militants à la cohésion et à l'unité pour les échéances électorales de 2012. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers le service social des armées, a remis symboliquement une somme d'1 million de francs CFA et 200 kilos de riz à une dizaine de veuves et familles de militaires décédés dans la crise du Nord. Le reportage de Boubacar Sissoko. C'est pathétique, mais aussi c'est avec les cœurs pleins d'émotions que cet élan de solidarité nationale s'est manifesté. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers le service social des armées, est venu en appui aux veuves et familles des militaires décédés dans la crise du Nord. Au total, une dizaine de familles a bénéficié du don. Ces dons de toute nature, provenant de différentes corporations et domaines sociaux, destinés aux familles endeuillées, témoignent tout l'attachement du peuple malien à sa vaillante armée. Ce don est réparti comme suit. Chaque victime reçoit une somme de 1 million de francs CFA et 200 kilos de riz. Le don est la manifestation du patriotisme du peuple malien qui apporte son soutien à son armée dans les moments de joie comme ceux de douleur, comme ce cas-ci. Nous serons à vos côtés. Rassurez-vous que c'est nos compagnons d'armes. Ils ont travaillé avec nous pendant tout ce temps jusqu'au sacrifice ultime. Et nous serons là encore pour soutenir leur famille. En tout cas, vous pouvez compter sur nous à tout moment. Et nous allons continuer à suivre en tout cas l'évolution de la situation. Et nous prions Dieu pour que la cause pour laquelle ils ont sacrifié leur vie, que cette cause soit gagnée. Et nous allons faire tout pour leur rendre honneur en gagnant cette cause. Et la cause sera gagnée, Inch'Allah. Cette distribution de vivres et d'appui financier sera effectuée dans toutes les casernes militaires. Cette promesse a été donnée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Autre soutien, celui de l'amicale du service national des jeunes, de 3 sociétés de la place, de l'Union des femmes de l'US-RDA et d'autres citoyens qui viennent de faire des dons donc destinés aux combattants sur le terrain et aux familles des victimes et aux blessés du Nord. Le commentaire de Mariam Sagara. Les donateurs se succèdent au département des forces armées pour apporter leur soutien aux hommes sous le feu dans le nord du pays, les familles des victimes et les blessés. Des sociétés comme l'Énergie du Mali, Somagep et Somapep ont remis au secrétaire général du ministère la somme de 10 millions de francs CFA à l'armée, dont 5 millions par l'EDM, les 5 autres par la Somagep et la Somapep. Au moment où la nation est touchée dans ce qu'elle a de plus cher, à savoir l'unité nationale. Ce geste est certes symbolique, mais croyez-moi,
que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Les femmes de l'USRDA ont à leur tour offert 250 000 francs CFA pour supporter l'action des forces armées et de sécurité dans leur activité en temps de guerre. Pour les mêmes raisons, l'AMA SNJ a manifesté sa compassion en déposant dans la cagnotte de solidarité 500 000 francs CFA. Le président de l'association a, au nom des anciens du SNJ, renouvelé leur engagement pour la défense de la patrie. C'est pour manifester notre soutien à l'endroit de notre vaillante armée, à l'endroit de nos forces de sécurité. Nous avons profité de l'occasion pour féliciter le ministre, féliciter le président de la République, le gouvernement, toutes les institutions de la République pour les mesures prises. Ces militaires de réserve condamnent l'acte inacceptable des bandits armés qui ébranlent la sécurité au nord du pays. La société Alcoma SA a elle aussi remis 2000 litres d'huile de ménage, une contribution qui aidera le ministère dans sa gestion du social. À ceci s'ajoutent des dons de citoyens honnêtes qui ont le souci de l'unité nationale et de la restauration de la paix. Et nous revenons sur ce communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que depuis le 17 janvier 2012, de violents combats opposent les forces armées de sécurité à des assaillants aux abords de la localité de Tessalit, dans la région de Kidal. Ces assaillants sont composés des combattants du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, d'Akmi, dans Sardine, des renforts venus de Libye et des trafiquants de drogue. L'objectif de ces assaillants est d'empêcher l'armée de ravitailler plus de 1500 civils provenant des campements environnants et comprenant majoritairement des femmes et des enfants. Ces déplacés ont fui les exactions exercées à leur encontre par les assaillants pour se mettre sous la protection de la garnison militaire de Tessalit. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure les populations que les forces armées et de sécurité mèneront leur mission de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national. Sport football, championnat national de Ligue 1. La 13e journée s'est poursuivie avec 2 affiches au stade Omnisport Modibo Keïta. La seconde rencontre CSK Jeanne d'Arc s'est soldée par un nul, 0 but partout. En première heure, le stade malien de Bamako n'a pas fait de détail devant l'AS Real de Bamako, battu 3-0. Cette victoire permet au stade de mettre la pression sur le leader. Le reportage des 2 matchs avec Aldjumatina. Après avoir accroché le Djoliba Athletic Club, l'AS Real de Bamako espérait faire mieux face au stade malien de Bamako. Une autre pointure du football malien. Une affiche qui a toujours suscité des commentaires. On était alors impatient de vivre ces duels. Un duel qui ne sera palpitant qu'en seconde période, où le stade malien de Bamako en bleu est complètement métamorphosé. 1 minute lui suffit de retour de la pause pour faire du mal aux Scorpions. Soumaïla Koné prend le dessus dans la surface du Real. Son tir trompe la vigilance du portier, au plaisir de Ousmane Cissé qui ouvre le score. Les noirs et blancs de Djikoni Para n'avaient même pas le temps de réagir. Morimaran Koïta, crédité d'un bon match, illumine de son talent ses coups francs, qu'il expédie dans les filets de Amadou Koulibaly à la 53e minute. Enfin, l'AS Real va se montrer menaçant, coup sur coup. Mais la réussite n'est pas au bout. À l'opposé du stade malien, qui consolide sa victoire à la 71e minute, Ousmane Cissé, d'une frappe puissante, ras de terre, marque le 3e but de sa formation, qui s'impose 3-0. Bon, c'est football, c'est pas premier mi-temps, c'est deuxième mi-temps. Tu peux bien jouer à premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, ça va bon. Je pense que les 2 équipes ont fait le jeu, on a assisté à un très bon match. À 2 longueurs du leader, le stade malien de Bamako maintient la pression sur le Djoliba Athletic Club. Place ensuite au match Jeanne d'Arc de Bamako en blanc sans Salif Keïta. Démarré sous de bonnes auspices, la rencontre encaissera un coup terrible. À la 22e minute, Bouakar Ballo, le défenseur du CSK, sur cette action se blesse. Conséquence, sa jambe est fracturée. La consternation est totale tant sur la pelouse que dans les gradins. L'auteur de l'action, Salia Sanou, est en larmes. Il écope d'ailleurs un carton rouge. Malgré que tout soit rentré dans l'ordre,
la suite de la partie est insipide, puisque la piscose s'est déjà installée. 0 but partout, score final. Bon, c'est obligatoire que je sois satisfait. En défaut d'une victoire, si tu as un match nul à 10 contre 1, il n'y a pas de match, c'est pas mal. Je suis un peu dessus, mais vu le déroulement qui s'est passé pendant le match, c'est vrai que ça a un peu crispé les joueurs, quoi. Parce qu'une blessure comme ça sur un terrain, ils sont tous pris la tête, ils ont vu que leur camarade était blessé. La Jeanne d'Arc, en dépit de ses partages de points, remonte sur le podium avec 23 points. Le CSKA, lui, reste à la 6e place avec 18 points. La chronique santé du jour est consacrée à la participation des économistes au chantier de la santé. On les appelle économistes de la santé et ils ont, mine de rien, un rôle très important dans la gestion de la santé. Ceux de l'Institut national de recherche en santé publique ont eu à mener des études qui ont conduit à la politique des médicaments essentiels, à la création des CESCOM, à la gratuité de la prise en charge du palu chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. On peut aussi ajouter les méthodes alternatives de financement de la santé comme l'AMO ou encore les mutuelles de santé. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Des dépenses de santé. En 1987, ils étaient 2 à la faveur du projet d'appui à la recherche en sciences sociales de la santé à l'INRSP. Après, ils sont devenus une dizaine. Aujourd'hui, ils sont encore seulement 2 au département de santé communautaire de l'Institut national de recherche en santé publique. 25 ans qu'ils appliquent ici l'économie à la santé avec des résultats comme la multiplication des centres de santé communautaires dans le pays. C'est ce qu'on appelle les CESCOM. Le premier centre de santé du Mali, l'Assakoba, a été créé suite à une étude de faisabilité menée par les économistes de l'INRSP en 1989. Les problèmes de médicaments essentiels en dénomination commune internationale, ce sont les économistes de l'INRSP qui ont démontré, et bien sûr ils n'étaient pas les seuls, mais ils ont démontré qu'une politique de médicaments essentiels au Mali permettait au département de réaliser une économie de 7 milliards. Et à l'époque c'était beaucoup d'argent. Et les économistes ont aussi évalué le coût du palu dans le cadre d'une initiative de l'OMS qu'on appelait Rollback Malaria. Et cette étude aussi a démontré que le palu à lui seul coûtait presque 3,36% du PIB, du produit intérieur brut. Et ce poids était essentiellement supporté aussi par les ménages. Ce qui a ensuite été utilisé comme argument de plaidoyer par les partenaires pour que le Mali puisse alléger la charge du palu sur certaines couches vulnérables, notamment les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Les économistes du Mali aussi ont contribué dans l'étude de faisabilité de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. C'était en 2002. Le rôle de ces économistes, c'est surtout de faire des études de coût-efficacité, coût-efficience, coût-avantage, de jauger l'état de santé des populations. C'est ainsi que certaines de leurs études ont abouti à l'adoption de la politique nationale des médicaments en DCI. Les études réalisées par l'INRSP, par les économistes de la santé, sur le financement de la santé, ont tous démontré que c'est les ménages qui supportent la plus grande partie des dépenses de santé. D'une façon générale. Plus de 60% des dépenses de santé reposent sur les épaules des ménages. Et quand on regarde encore à l'intérieur de ces dépenses de santé des ménages, c'est le médicament qui coûte le plus. D'où la politique des DCI. Maintenant, l'autre facette, c'est-à-dire que ces charges qui reposent sur les ménages, lorsqu'on regarde, c'est les paiements directs. C'est les ménages qui payent directement lorsqu'ils tombent malades. Et ça, c'est un grand handicap pour quelqu'un qui connaît nos structures. Ça fait mal de voir un malade couché, on ne peut pas le toucher parce qu'il n'a pas payé l'argent. D'où une forme de prépaiement qui serait plus pratique. Les économistes de la santé de l'INRSP ont eu à élaborer les premiers comptes nationaux de la santé. Ces évaluations chiffrées des dépenses de santé sont des tableaux permettant de suivre les dépenses depuis la source du financement jusqu'à la prestation en passant par les intermédiaires. Des outils précieux d'évaluation et de prise de décision. Les comptes nationaux permettent d'informer les décideurs politiques sur les dépenses de santé
qui ont déjà exécuté. Et en fonction de cela, on peut prévoir les dépenses de santé à venir. Ça permet aussi de mettre un instrument à la disposition des donateurs aussi, qui peuvent suivre les fonds qu'ils ont injectés dans le domaine de la santé pour aider les différents États. Ça aide aussi les chercheurs à faire des comparaisons internationales sur leurs différents travaux. Mais notre pays n'aura produit que 3 comptes nationaux de la santé. Le premier en 1987, le deuxième en 1992 et le troisième en 2006. Cet outil d'évaluation qui s'est amélioré entre-temps a soulevé certains aspects de la problématique du financement de la santé au Mali. Et le médicament occupe un poids très important dans les dépenses de santé des ménages et même dans les dépenses de santé en général. Et ce qui est pire encore, c'est que 40% de ces dépenses de santé échappent au circuit officiel du marché. C'est-à-dire 40% des dépenses de santé, des dépenses de médicaments sont faites auprès du secteur informel. Informel, les médicaments par terre, tous ceux qui ne sont pas structurés, qui ne payent pas des impôts et qu'on ne peut pas facilement contrôler, sauf par des enquêtes mélanges. Pourtant, une production régulière des comptes nationaux de la santé peut permettre de mieux contrôler l'argent injecté dans la santé. Mais leur élaboration est réputée coûteuse. L'INRSP travaille actuellement sur le 4e compte national de la santé, un compte qui ne sera pas prêt avant 12 mois. Le délégué général aux élections invite la société civile à une journée d'information sur le fichier électoral 2012, ainsi que les partis politiques n'ayant pas pu participer à la session d'information précédente. La journée aura lieu demain, mardi 6 mars, à partir de 9h à la Bibliothèque nationale 6 à l'ACI 2000. Le délégué général aux élections compte sur la présence massive de tous. Et puis, page triste de ce journal, les obsèques de l'adjudant-chef Harouna Doumbia, précédemment en service à l'ORTM, ont eu lieu cet après-midi à la place d'armes du génie militaire. Harouna Doumbia est décédé samedi dernier à l'âge de 45 ans des suites d'une longue maladie. Ce sous-officier supérieur fut incorporé dans l'armée le 17 avril 1989. Harouna Doumbia est médaillé commémorative de campagne depuis 1996. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse. Il repose désormais au cimetière de Amdalaï. Mohamed Diarra. Et oui, le moment est triste, et même très triste. En effet, ils étaient très nombreux ce lundi après-midi. Les parents, amis et collaborateurs profondément attristés accompagnés à sa dernière demeure, l'adjudant-chef Harouna Doumbia. Les uns les larmes aux yeux, les autres le cœur meurtri par la douleur. Voilà l'atmosphère qui régnait à la place d'armes du génie militaire où se déroulaient les obsèques. L'adjudant-chef Harouna Doumbia, précédemment en service à l'ORTM, vient de fausser compagnie à ses frères d'armes. Après 6 mois de combat contre la maladie, cette dernière a fini par le terrasser ce samedi 3 mars 2012 à l'âge de 45 ans. L'adjudant-chef Harouna Doumbia s'est fait montrer bon soldat, très studieux et courageux. C'est un bon soldat, courageux, discipliné, qui aimait très bien son prochain et qui aimait son travail. Il était ponctuel au travail. Vraiment, c'est au cours de l'exercice même qu'il a eu la maladie. Caméraman tout-terrain, grand professionnel rompu à la tâche, Harouna Doumbia se caractérise par la rigueur au travail, l'assiduité, l'amour, voire la passion pour le métier des images. C'est un homme humble, modeste, sobre. Professionnellement, c'est un élément valable. Je retiens de lui un homme dévoué à la tâche, exemplaire, qui est militaire, mais quelqu'un qui l'approche, qui peut passer des jours et des jours avec lui, ne le sent pas. Parce qu'il a vite épousé le travail qu'il est venu faire à l'ORTM, celui de technicien de prise de vue, et il l'a toujours fait parfaitement. Harouna Doumbia était aussi très sociable. Quand je suis devenu journaliste, j'étais chargé de communication à Gao. Vraiment, j'avoue qu'il a beaucoup fait pour moi. Harouna, pour moi, vraiment, il laisse un grand vide. Nous prions pour l'ensemble du ministère de la Défense et des anciens combattants et tous les travailleurs de l'ORTM. Nous prions pour lui que son âme repose en paix.
Aruna Dumia fut incorporé dans l'armée le 17 avril 1989 et détaché à l'ORTM en 1995 pour exercer le métier de caméraman. Mon adjudant-chef, tu nous as quittés certes, mais non. Tu n'es pas mort puisque tes œuvres serviront de repère pour la nouvelle génération. Mort, qu'as-tu fait? Où est ta gloire en faisant 3 orphelins et une veuve? Mais ainsi va la vie. Que son âme repose en paix. Merci et bonsoir.